Des cailles à Taoudéni un peu partout à travers le monde. Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce mercredi 24 octobre 2018. Dans l'actualité du jour, 131 millions de francs CFA, c'est la valeur de la donation faite par la Fondation Orange Mali dans le cadre de la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale dans notre pays. Cette journée de la solidarité de la Fondation Orange Mali qui a eu lieu ce mardi au Palais des Sports de Bamako a enregistré la présence du ministre en charge du département de la solidarité ainsi que celle du parrain national de l'édition 2018. On fait le point avec Alhamidou Badini et Abdoulaye Sogodougou. Depuis 12 ans, la Fondation Orange Mali, partenaire du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, vient en aide aux populations vulnérables du pays. Dans son élan de partage, elle a déboursé un montant total de 131 millions de francs CFA dans le cadre de cette 24e édition du mois de la solidarité au profit des groupements de femmes, des centres d'accueil et d'encadrement de l'enfance défavorisée et d'associations de personnes handicapées. Des dons en nature composés de denrées alimentaires, de moustiquaires imprégnés, de kits scolaires, de vêtements, de matériel destiné aux activités génératrices de revenus, de mototricycles pour personnes handicapées et des équipements médicaux. À l'instar des autres années, la Fondation d'entreprise Orange Mali, partenaire du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, organise au cours du mois d'octobre une journée dénommée Journée de solidarité de la Fondation Orange Mali. C'est l'occasion pour la Fondation Orange Mali de s'exprimer et d'exprimer sa solidarité agissante auprès des populations vulnérables et d'apporter un soutien fort aux efforts de l'État dans sa lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans un contexte marqué par une situation socio-économique toujours fragile, la Fondation Orange Mali apporte cette année encore sa modeste contribution pour soutenir les populations vulnérables pour un montant de 131 millions de francs CFA. Le parrain national de cette 24e édition et le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire ont salué chacun cette initiative de la Fondation Orange Mali qui œuvre constamment aux côtés du gouvernement dans la lutte commune contre la pauvreté en vue d'apaiser les souffrances des couches les plus vulnérables. Le ministre a de même invité chaque citoyen à l'accomplissement de son devoir de solidarité, vertu qui a toujours caractérisé le Malien depuis l'aube des temps. C'est la matérialisation du concept d'entreprise citoyenne. C'est cela qui est important. Et deuxièmement, c'est la mobilisation d'un certain nombre de partenaires autour des chantiers que Orange et le gouvernement mettent en œuvre. Donc, ça montre finalement la perspicacité d'abord dans le choix et des localités et des bénéficiaires et la constance dans cette action. J'ai retrouvé un certain nombre de partenaires qui sont au Mali depuis un certain nombre d'années et qui sont en train d'adapter progressivement leur intervention, qui sont en train de nous aider à un retour rapide à la normale et à une prise en compte plus efficiente de ceux d'entre nous qui attendent d'être un jour des donateurs. Pour le bien-être des populations, la Fondation Orange Mali ne cesse de manifester sa solidarité agissante, notamment dans ses 4 volets prioritaires qui sont la santé, l'éducation, la culture et la solidarité. Et une projection vidéo du bilan des activités de l'année écoulée a été présentée au public. La Fondation Orange Mali a également saisi cette occasion pour décerner des diplômes de reconnaissance à ses partenaires qui l'aident tant dans l'atteinte de sa noble mission caritative. Tout autre chose, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté son rapport final sur l'élection présidentielle au Mali. Ce rapport détaille l'analyse de l'ensemble du processus électoral et formule 29 recommandations techniques en vue des scrutins futurs. Ces recommandations feront l'objet d'une concertation avec les acteurs électoraux et politiques ainsi que la société civile
Afin de faciliter un débat en vue de leur adoption, je vous propose en tout cas le contenu de ce rapport avec la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali, interrogée par Kola Diallo et Samba Traoré. Nos observateurs de longue durée et nos analystes sont arrivés à Bamako longtemps avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont par la suite été rejoints par plus de 80 observateurs de courte durée qui ont permis à la mission d'observer la plupart des étapes du processus électoral, y compris le jour du vote et la centralisation des résultats. Nous nous sommes déployés en toute neutralité, conscients de notre rôle d'accompagnement du peuple malien dans le renforcement de sa démocratie. C'est ainsi que nous avons axé notre dialogue sur la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Il est important de souligner le caractère fructueux des échanges que nous avons eus avec le Premier ministre, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la CENI, la DGE, les candidats, la société civile et les représentants de la communauté internationale. Cette disponibilité au dialogue nous a permis à notre mission d'approfondir tous les aspects techniques et administratifs du processus électoral. Je ne peux pas ne pas faire allusion aux tensions qui ont marqué la question du fichier électoral et qui ont été au centre d'un débat particulièrement difficile à gérer. Notre mission, en collaboration avec les autres missions d'observation électorale, notamment de l'Union africaine et de la CEDEAO, a activement participé au cadre de concertation mis en place pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes. Par ailleurs, notre mission a pleinement joué son rôle dans les actions de médiation entreprises auprès du Premier ministre. En ce qui concerne l'évaluation générale de cette élection, j'aimerais souligner que ce processus s'est déroulé dans un réel climat d'insécurité, en particulier dans le centre et le nord du pays. Cette situation a perturbé la campagne électorale dans ces zones du pays et a eu un impact sur le déroulement du vote. La mission déplore également les violences qui ont occasionné des victimes au cours de cette période électorale. Nous avons relevé dans nos déclarations préliminaires des 2 tours de scrutin le fait que le peuple malien ait participé aux opérations de vote de manière ordonnée, même si l'affluence n'a pas été au rendez-vous. Comme vous le savez, ce rapport contient 29 recommandations destinées au renforcement du processus électoral. Parmi ces recommandations, j'insiste notamment sur la création d'une division électorale permanente au sein du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, afin de renforcer l'organisation des élections et la coordination avec les autres organismes électoraux constitués par la Commission électorale nationale indépendante et la Délégation générale aux élections. Les autres recommandations s'articulent essentiellement sur la transparence et l'inclusivité. Elles visent notamment à inscrire dans la loi la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, à actualiser le fichier électoral ainsi qu'à allonger le calendrier électoral pour une campagne effective lors du second tour. Le rapport recommande également l'amélioration de la formation des agents électoraux et de la procédure de nomination des assesseurs, ainsi que l'instauration d'une réglementation sur le financement de la campagne électorale. L'accès des représentants des candidats et des observateurs nationaux et internationaux à toutes les étapes de la compilation des résultats est également préconisé par notre mission. Ces recommandations feront l'objet d'une concertation avec les acteurs électoraux et politiques, ainsi que la société civile, afin de faciliter un débat en vue de leur adoption. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale des Nations Unies, célébrée ce mercredi 24 octobre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est adressé au monde entier à travers une vidéo officielle en anglais, traduite dans plusieurs langues. Nous vous proposons l'intégralité de son message qui prône l'unité et surtout la paix partout dans le monde.
La journée des Nations Unies marque l'anniversaire de notre charte fondatrice, texte historique qui incarne les espoirs, les rêves et les aspirations des peuples des Nations Unies. Chaque jour, les femmes et les hommes qui servent l'organisation s'attachent à donner à la charte un sens concret. Malgré les difficultés et les obstacles, jamais nous ne baissons les bras. L'extrême pauvreté recule, mais nous voyons croître les inégalités. Pourtant, nous ne baissons pas les bras, car nous savons qu'en réduisant les inégalités, nous rendons l'espoir, nous ouvrons de nouvelles perspectives et nous renforçons la paix partout dans le monde. Les changements climatiques vont plus vite que nous, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que l'action climatique est la seule voie possible. Les droits de l'homme sont bafoués en bien des lieux, mais nous ne baissons pas les bras. Car nous savons que le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine est une condition indispensable à la paix. Les conflits se multiplient, les gens souffrent, mais nous ne baissons pas les bras. Car nous savons que chaque homme, chaque femme, chaque enfant mérite de vivre en paix. En cette journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement à rétablir la confiance, à sauver notre planète, à ne laisser personne de côté, à défendre la dignité de chacun et de tous en tant que Nations Unies. Des propos traduits par Ahmadou Diarra. Restons toujours dans ce même registre, à l'instar de la communauté internationale. Notre pays célèbre ce mercredi 24 octobre la Journée mondiale des Nations Unies. À cette occasion, nous avons rencontré quelques intellectuels maliens pour nous parler de tout le sens de cette commémoration et surtout de l'appréciation qu'ils font de la présence des multiples missions onusiennes en Afrique, notamment l'aménagement en ce qui nous concerne ici au Mali. Voici des propos recueillis par Mamadou Ben Cherif Soumano et Abdrahman Sogodougou. La Journée mondiale des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre. C'est une journée qui a été instituée par la résolution 2782 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a estimé qu'il devait y avoir une journée mondiale pour commémorer la fête anniversaire de la charte, de la signature de la charte des Nations Unies. C'est-à-dire le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies en 1945. La ratification de ce document fondateur pour la majorité des signataires, y compris par les 5 membres permanents des Nations Unies, marque en effet l'acte qui met en vigueur la résolution de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Donc c'est une journée qui doit être l'occasion pour les gouvernants, mais aussi pour les peuples, de réaffirmer leur foi pour les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Elle a été déclarée le 24 octobre 1971. Ça a été la première journée commémorative. Depuis cette date, aujourd'hui, on est à la 47e année de fête de cette journée qui doit être un jour férié sur le plan international. L'aménagement est venu au Mali en 2013. Cela faisait suite à une crise multidimensionnelle que le Mali avait connue avec l'insurrection des Touaregs au nord qui a été accompagnée par des mouvements terroristes qui ont mis le pays dans une situation calamiteuse. N'eût été l'intervention des forces françaises de Serval puis de Barkhane, le Mali était dans une situation critique. Donc l'État malien a demandé à l'assistance des Nations Unies qui, à travers une résolution, a institué une mission multidimensionnelle qui est là de stabilisation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Nations Unies ne sont pas seulement au Mali. Ils sont actuellement, il y a 14 missions actives sur le plan international, dont la moitié se trouve en Afrique. Ils sont là pour aider le Mali, c'est ce qu'il faut comprendre. Et récemment, ils viennent d'avoir une résolution plus robuste qui peut les permettre aussi d'avoir des forces de combat pour aller traquer les terroristes ou les gens qui sont contre la paix. On leur souhaite le meilleur, qu'ils réussissent et c'est dans leur réussite que le Mali va gagner. La Journée mondiale des Nations Unies est une journée intéressante en ce sens que ça permet aux Nations Unies de faire le point de toutes leurs activités de façon générale dans le monde. Et pour prendre le cas du Mali, c'est intéressant qu'on en parle
parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi la MINUSMA, par exemple, est au Mali. La MINUSMA est un organe des Nations Unies qui est venu au Mali pour accompagner le Mali. Mais pour que la MINUSMA vienne, il faut que le Mali sollicite les Nations Unies en posant leurs problèmes. Et c'est en ce moment que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour lever une mission qui va venir au Mali. Et pour le cas express, la mission de la MINUSMA au Mali travaille avec l'article 678. 6, ça veut dire la prévention de la guerre. 7, ça veut dire l'instauration de la paix. Et 8, c'est la consolidation de la paix. Donc la MINUSMA n'est pas là pour faire une guerre contre X ou Y. La MINUSMA est là pour arrêter la guerre, pour consolider la guerre et pour pérenniser cette guerre. Ça, c'est l'objectif de la mission qui est important que les gens le sachent. Maintenant, les avantages de la présence de la MINUSMA au Mali, c'est énorme. Il y a d'abord l'aspect appui financier. Donc, il participe beaucoup au développement socio-économique par la création, le financement des centres de santé, par l'équipement de nos structures de formation, surtout au niveau militaire et police, sécurité intérieure. Et aussi, nous, les civils, par exemple, aujourd'hui, on est dans une session de formation des formateurs au centre Alun Blondin. Donc, voici des apports extrêmement intéressants. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à capitaliser cela. Parce que la mission des Nations Unies, comment elle se lève, au niveau de la réunion du Conseil de sécurité, quand le Mali sollicite les Nations Unies, donc les Nations Unies posent le problème. Le Mali a des problèmes, le Mali nous a sollicité, on a besoin de 5000 militaires, on a besoin de 20 000 policiers, etc. Mais aujourd'hui, le Mali n'est pas capable de capitaliser cela. Comment? Parce que les missions qui viennent sont financées par les Nations Unies. Grosso modo, c'est extrêmement intéressant que les Nations Unies soient là, que la MINUSMA soit là, que cette journée mondiale des Nations Unies soit célébrée. C'est le moment de dire aux Maliens ce que la MINUSMA fait chez nous, puisque la MINUSMA est une mission des Nations Unies. Voilà, et voici le point de l'actualité sur la scène internationale en bref, en image commentée par Ahmadou Diarra. En Guinée-Conakry, alors qu'un adolescent a été tué par balle mardi 23 octobre en marge de la manifestation interdite de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, a indiqué que sa voiture avait été visée par un tir. En fin de matinée, le leader du parti UFDG s'apprêtait à rejoindre ses partisans à qui il avait demandé de se mobiliser pour dénoncer les conditions d'installation des conseils communaux. Mais Cellou Dalein Diallo raconte que sa voiture a été arrêtée par les forces de l'ordre à 2 km à peine de son domicile. La balle n'a pas fait de victime. Le chauffeur a été légèrement blessé par des éclats de verre, mais Cellou Dalein Diallo dit se sentir en danger. En Guinée équatoriale, 34 prisonniers politiques membres du principal parti d'opposition ont été libérés lundi, une douzaine de jours après l'annonce d'une grâce présidentielle. Condamnés pour la plupart pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves, ces militants du Parti citoyen pour l'innovation avaient bénéficié de la grâce présidentielle le 10 octobre dernier lors des festivités marquant l'indépendance du pays. Les prisonniers graciés étaient détenus à la prison d'Evinayong sur la partie continentale du pays. L'Assemblée nationale algérienne a élu ce mercredi son nouveau président, mais le sortant en conflit ouvert avec la majorité parlementaire se proclame légalement toujours en fonction, laissant craindre un possible imbroglio institutionnel. Mouhad Mouchareb, 47 ans, a été élu sans surprise président de l'Assemblée populaire nationale APN par 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale FLN, parti du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika qui détient 161 des 462 sièges à la Chambre basse. Unique candidat, il était également soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaya et par ceux des deux autres partis de la majorité présidentielle. L'opposition, quant à elle, a boycotté la séance. Au Nigeria, la réapparition du leader du mouvement indépendantiste Biafra soulève quelques interrogations. En fin de semaine dernière, une vidéo devenue virale montrait un homme lui ressemblant fortement priant au pied du mur des lamentations. Beaucoup se demandent comment
Dandi Kanu a pu échapper aux autorités nigérianes. La dernière fois que Dandi Kanu a été vu en public au Nigeria, c'était le 14 septembre 2017, jour où les forces de l'ordre ont mené un raid contre sa maison dans le sud-est. Depuis, plus de traces du leader indépendantiste Biafra. Le 5e round du dialogue burundais s'est ouvert ce mercredi 24 octobre à Arusha en Tanzanie. C'est la dernière tentative de la médiation sous-régionale pour trouver une sortie de crise. Mais l'issue semble incertaine dans la mesure où le gouvernement, le parti au pouvoir et leurs alliés ont annoncé le boycott de cette réunion. Comprendre tous les opposants contre qui le gouvernement a émis des mandats d'arrêt. En réalité, la facilitation présidée par l'ex-chef de l'État tanzanien, Benjamin Mkapa, n'a pas invité ceux recherchés par la justice burundaise comme Jean Minani par exemple, le président du CNARED, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix. Et enfin, le PIB angolais s'est contracté de 6% au premier semestre de cette année. Une mauvaise nouvelle pour le président Lourenço. En début d'année encore, le Fonds monétaire international FMI tablait sur une croissance modeste du PIB angolais. Mais les 2 premiers trimestres de cette année se sont révélés catastrophiques avec respectivement un recul de 4,66 et 7,44% de la richesse nationale. Le coup est rude pour les Angolais confrontés à des fermetures d'entreprises et une inflation à 2 chiffres depuis la dévaluation monétaire du début d'année. Aucun secteur n'est épargné, mais c'est la pêche et l'industrie pétrolière qui souffrent le plus. Bien, ainsi se referme votre journal de ce mercredi 24 octobre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre après ce journal d'un moment à l'autre avec la présentation de Kafouné Batili, les journaux en langue nationale. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois.